Allez, salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce vendredi, juste avant d'attaquer le week-end, avec un nouveau podcast évidemment qu'on vous propose. Et on va revenir sur l'événement de ces derniers jours en NBA, la draft, qui était pour la première fois de l'histoire en plus sur 2 soirées, en tout cas avec le premier tour et le second tour, pour faire un petit retour sur cette draft historique sur de nombreux points. Je suis avec notre spécialiste un petit peu draft quand même dans l'équipe de The Free Agent, faut pas se cacher, c'est Axel. Salut Axel. Salut Chris, et puis spécialiste, je sais pas, mais en tout cas on a essayé de regarder quoi. Après on verra ce qu'on... Mais effectivement j'ai un peu plus regardé que vous. Oui, tu es un petit peu plus calé sur les prospects, le circuit universitaire. Vous avez pu en parler avec Yannick la semaine dernière. Vous aviez fait a parlé, ouais, effectivement. Vous aviez fait une preview un petit peu de tout ça. Donc là maintenant, tout ça s'est passé. Donc on va pouvoir revenir un petit peu là-dessus. Juste avant, on rappelle les réseaux sociaux et pour nous suivre, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Vous avez l'application de TFA qui est gratuite, donc allez-y, téléchargez-la. Le site internet également pour suivre les articles. Il y a des récaps de cette draft-là, toute l'actualité NBA et les autres sports américains qui sont traités au quotidien. Et donc, évidemment, les podcasts pour nous suivre pendant tout l'été sur la NBA, mais pas que. Alors, on y va, tiens, tout de suite. On perd pas de temps. Il y a pas mal de choses à évoquer, Axel. J'ai envie quand même de te lancer sur le côté cocorico, un petit peu quand même, il faut pas se cacher. On avait eu l'année dernière un premier tour, on avait eu un premier tour, mais avec un premier pic autour de Victor Wembanyama, qui n'était pas une surprise, parce qu'on savait ce phénomène qui était Wemby, il l'a prouvé cette année. On avait Bilal Coulibaly aussi, qui avait été drafté assez haut avec Washington et qui a montré une belle saison. Mais là, cette année, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on a encore passé un step dans le côté, dès qu'on a des jeunes prospects français, ils trustent les places très très hautes de la draft. C'est ça. Donc là, cette saison, on a eu 3 joueurs dans le top 6. Ouais. Alors, pour les 2 premiers, donc du coup, Alexar et Zachary Zaché, c'était plutôt attendu. Mm-hmm. Et juste Tidjane Salin, c'était attendu qu'il soit un pic de loterie. Ouais. Ou en tout cas border pick de loterie, mais en tout cas top 6, c'est un peu une surprise. Donc pour le basket français, c'est incroyable. Après, va falloir voir l'évolution qu'ils vont avoir, mais en tout cas sur le papier, c'est fou. C'est ça, au premier abord, c'est vrai que 3 Français dans le top 6, on rajoute Pacom Dadier du côté de New York en 25, donc ça fait 4 joueurs français dans les 30 premiers choix, donc dans ce premier tour. On rajoute Melvin Aginsa qui a été drafté donc, au second tour par Dallas, c'était le pick 51, c'est ça. Donc on a quand même, on a 5 joueurs français, 4 dans le premier tour et 3 dans le top 6, donc comme tu dis, après, on verra bien l'évolution pour eux. On sait très bien que l'NBA, il faut aussi tomber au bon endroit, au bon moment, dans la bonne équipe, avec la bonne organisation. Mais voilà, au premier abord, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Il faut se féliciter, parce que ça montre quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, que la formation à la française, elle est de plus en plus suivie, respectée et mise en avant par, quand même, par la plus grande ligue de basket au monde, tu vois. Non, mais c'est clair. C'est que là, ils ont enfin compris que le basket, c'était au-delà des frontières américaines. C'est ça. Ils l'ont vu, mais il faut l'intégrer, quoi. Après, c'est que là, il y a de plus en plus de joueurs non américains qui dominent en NBA. C'est même la norme de plus en plus. Donc, ils ont enfin compris, c'est bien. Bon, très bien. On peut un petit peu parler quand même de nos deux premiers pics en particulier, là, Zachary Zaché, Alexandre Sarr. Je te laisse te lancer sur celui que tu souhaites aborder en premier. Bon, on va commencer par le premier. On va faire dans l'ordre. Allez. Respectons. Donc, du coup, Zachary Zaché, qui a été pris donc en first pick par les Hawks d'Atlanta. Alors, du coup, comment dire, alors, c'est un bon pick pour eux. Alors, après, est-ce que le joueur était un pick 1? Je pense pas. Ok. Mais tout indiqué pour qu'il fasse une belle carrière. Il va falloir juste parce qu'on sait tous qu'un first pick, alors c'est peut-être con, hein, mais c'est particulier, je trouve, en termes de médiatisation, de entre guillemets pression
Oui. Je trouve que c'est vraiment différent. Et là, pour cette draft, en plus, qui médiatiquement est présentée comme plus faible, alors je mets des guillemets évidemment, Oui. parce qu'on peut-être qu'on va se retrouver dans 6-7 ans avec plusieurs All-Stars, et puis voilà, on se dira qu'on s'est trompé. Mais en tout cas, donc du coup, ça met encore un peu plus de pression sur ses épaules. Et est-ce que c'est un joueur qui va bien prendre la pression? Ça, je l'espère pour lui. Ouais. Mais en plus, tomber dans une équipe qui ne s'attendait pas à avoir le first pick, qui est dans un contexte, ils ont leur star, mais en même temps, ça marche pas, et en même temps, donc du coup, est-ce que, je sais pas, la situation dans laquelle il tombe, je sais pas si c'est la meilleure pour un first pick. Ok, oui, parce que c'est vrai que quand tu es first pick, en général, c'est que tu tombes dans une équipe qui est vraiment en reconstruction totale, bas de Voilà. tableau. Et là, tu es dans un middle, mais un middle quand même qui a plutôt tendance à aller vers le négatif quand on voit les dernières saisons d'Atlanta. Ouais, et puis surtout, quand tu vois à peu près l'équipe, bon, je vais un peu caricaturer, mais hormis Trae Young, tout le monde est bougeable. Et encore, même Trae Young, il y a des rumeurs. Oui, il y en a Après, c'est eu. que des rumeurs, mais je veux dire, l'équipe est pas stable, quoi. Enfin, On se souvient aussi que quand Atlanta avait récupéré le pick numéro 1, comme tu dis, un peu à la surprise de tout le monde avec lors de la loterie, là, il y avait eu, alors vite annihilé, mais il y avait eu des rumeurs aussi de pourquoi pas profiter pour faire un trade avec ce pick-là pour aller récupérer, parce que si tu une trades un star, pick numéro 1, oui. pardon, tu peux quand même avoir un beau paquet autour. Donc, ce n'est pas le cas et ça ne semble pas être le cas, mais c'est vrai que voilà, il y a quand même plus de mon point de vue, je sais pas ce que tu en penses, mais à l'heure actuelle, on a plus de questions que de réponses sur ce que va être l'effectif et l'organisation d'Atlanta pour la rentrée prochaine. Tu vois. Non, mais c'est ça, complètement. C'est que, il y avait aussi, enfin, c'est pareil, c'est que, étant donné que le first pick n'était pas, entre guillemets, clairement identifié, Oui. il y avait beaucoup de questions. Si tu fais venir lui, qu'est-ce que tu fais avec lui? Enfin, à chaque fois, à chaque question, d'autres questions se rajoutaient. C'est ça. Et après, on en parlera avec le pic juste après, mais il y avait aussi d'autres facteurs un peu indépendants de la volonté de la franchise. Ouais. Donc, du coup, le pic 2, donc Alex Sarr, Oui, donc, qui joue en Australie cette saison. c'est ça. Alors, du coup, pour continuer sur ce que je disais, Ouais. alors, c'est de la communication, on n'a pas les détails et tout ce qui. On va juste parler de ce qui nous a été communiqué, enfin, comment dire, au public, entre guillemets, Oui. que Alex Sarr a refusé de faire des workouts avec les Hawks. Il a refusé, il a dit moi, je veux pas de cette équipe. Faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Au moins, c'est clair. Voilà. Alors il y a des rumeurs comme quoi, parce que son agent, c'est le même agent que de mémoire Luka. Ok, ouais, ça, j'ai pas l'info, je t'avoue, je pourrais En pas gros, te. en fait, il y a des histoires. Apparemment, c'est toujours pareil. On connaît les États-Unis pour, ils aiment bien le storytelling et tout ce qui s'ensuit. En gros, il y a des précédents avec l'agent d'Alex Sarr. Donc, bon, on va pas rentrer dans les détails. On n'est pas là pour ça. Donc, Alex Sarr, du coup, il y aurait des bruits de couloir comme quoi, en gros, le projet, il préférerait un projet, donc du coup, celui dans lequel il est tombé, celui des Wizards, Ok. où il aura le temps de se développer, où il aura le temps de peut-être devenir la star de l'équipe. Peut-être, je dis bien. Parce qu'il en est très très loin, mais en tout cas d'être dans un projet qui lui laissera plus de temps. Ok. De ce que moi j'ai pu un petit peu lire autour de ce que ressortent un peu les reporters américains de cette draft-là, en particulier The Athletic. On vous conseille, il y a vraiment de très très bons articles, de très bons journalistes qui travaillent là-dessus. S'il y a un média ricain sur lequel vous devez aller, c'est celui-là. Et donc, il y avait Sam Veceni, donc de The Athletic, qui donc faisait un petit retour sur chaque pic et qui expliquait que pour lui, alors après, on est vraiment dans de l'hypothèse et de la science-fiction, mais c'était pour lui le meilleur pari de cette draft pour devenir un futur All-Star. Donc, je répète, on en est encore loin. Le mec a même pas encore, voilà, il n'a pas encore mis un pied sur un parc NBA, donc on va attendre. Mais voilà, ces mecs-là sont quand même des observateurs assez aguerris de la ligue, des joueurs et des prospects. Donc, ça montre que Alex Sarr a vraiment un vrai potentiel. Et même pour aller plus globalement, cette équipe de Washington, Axel, que tu suis particulièrement, on en parlait juste un petit peu avant tous les deux. On a cette impression que c'est quand même une des équipes, si on balaye un petit peu plus loin dans ce premier tour, qui est une des équipes qui a, sur le papier, encore une fois, le mieux drafté. Ouais. Il y a eu comment dire, il y a eu des choix qui ont été faits. Donc, notamment en amont de la draft, quelques heures avant la draft, il y a eu le trade de Denny Avdia. Tout à fait.
qui en a découlé, qu'ils ont récupéré le pick numéro 14, qu'ils ont utilisé. Donc après ça, on en parlera peut-être un peu après, mais en tout cas, sur le papier, effectivement, au-delà du fait que Alexa, ça c'était un pick entre guillemets évident, à partir du moment où il est dispo. La draft globale, 3 premiers tours, des joueurs avec un plafond entre guillemets relativement haut. Ouais, c'est sur le papier, encore une fois, comme tu l'as dit, des très bons choix. Toi, quand toi, tu as suivi ce premier tour-là en direct ou quand tu t'es réveillé le matin, si tu n'as pas pu tout voir, peu importe. Non, mais j'ai tout vu comme un gros nerd. Tu as tout vu. Bon, parfait. Donc, j'imagine que voilà, tu as vu donc, le pic 2, tu as vu le pic 14 récupéré, le pic 24 un petit peu plus loin, c'est ça, un pic 24, ouais, c'est ça, avec. Alors, 26. 26. Ah, parce que moi, je l'ai en 24. Mais bon, bref, en tout cas, sur la fin du premier tour, 3 pics dans le premier tour, en tout cas. Tu devais avoir le sourire aux lèvres et tu te dis, bon, j'ai quand même l'impression que ton équipe semble aller vers une base un petit peu plus sereine, même s'il y en a encore des questionnements autour de Poole, de Kuzma, etc. Mais en tout cas, sur les jeunes et sur cette réflexion qu'il y a eu dans les bureaux pour le choix des prospects, tu valides. Complètement. Après, alors juste 2 secondes, je reprends ce que j'ai dit, tu as raison, c'est 24. Bon, j'ai confondu, on avait le 26 à la base, c'est pour ça qu'il y a eu tellement de. C'est ça. Effectivement, en plus, après pour le joueur qu'on a pris en 14, du coup, Carlton Carrington, c'est un joueur que j'ai beaucoup suivi cette saison, que j'adorais vraiment. Il est très jeune, il a un plafond entre guillemets un peu plus haut. Après, bon, c'est toujours des suppositions, mais en tout cas, c'est un joueur qui a un gros potentiel et l'avoir en 14, c'est vraiment cool pour le coup. C'est un joueur que je voulais. Ouais, voilà, typiquement, tu aurais été dans les bureaux, tu es en place 14, tu vois qu'il est encore dispo, tu sautes dessus. C'est comment dire, c'est une coïncidence, non, mais je veux dire, ouais, carrément. Carrément, moi j'adore le pic. Ok, non, mais parce que des fois, tu sais, tu as des choix, bon, tu dis, bon, j'hésite entre lui ou des choix par défaut, et tu en as d'autres où tu dis, bah voilà, j'aurais pas 2 fois l'occasion de récupérer un joueur qu'on considère comme étant un futur très bon, et ça semble être le cas, en tout cas, de ton point de vue sur ce joueur-là. Donc, sur le papier, effectivement, ouais. Voilà, après, c'est toujours pareil, hein, on est sur de la réflexion sur le papier. C'est ça. Alors, après. On peut continuer un petit peu à dérouler si tu veux bien ce premier tour en particulier. On pourra parler du deuxième un petit peu plus tard, mais on va rester concentré sur quand même les joueurs qui sont les plus attractifs et les plus intéressants et ceux qu'on verra très certainement le plus dans les saisons à venir en NBA. Quelle autre équipe ou quelle franchise t'as marqué en positif ou en négatif sur ce que tu as pu observer un petit peu? Ouais, je vais commencer par le négatif parce que c'est ce qui vient tout de suite plus vite. On va parler des Spurs. Très bien, allez. Les Spurs. Donc les Spurs, ce qu'ils ont fait, on va rappeler juste rapidement. Oui. Donc ils avaient le pick 4 et 8. Donc le 4, ils ont sélectionné Stephen Castle de Connecticut. Et en 8, ils ont pick Rob Dillingham from Kentucky et ils l'ont tradé contre 2 tours de 2030 et 2031. 2 first pick. J'ai vu vous passer un pick swap aussi, je crois. Ouais, il y a un first pick 2030 et il y a un swap 2031. Si D'accord, ok. Donc des picks, là, en gros, ils misent, si on veut aller vite fait un peu plus loin, ils misent sur la fin de l'ère Wolves. Parce que dans ces années-là, ça devrait être entre guillemets la fin de leur groupe actuel. Et donc, avoir une petite sécurité. Et puis au pire, ils trade ses picks pour une star. Enfin bref. Ok. Personnellement, je déteste. Non, j'aime pas dans le sens où Rob Dillingham, je pense que ça aurait été un joueur qui aurait été super dans leur collectif en fait. J'aurais adoré voir Dillingham avec Wembanyama. Ok. Je pense qu'ils avaient besoin ils ont besoin de mecs qui ont un shooting positif, dans le sens où actuellement tu as peu de joueurs qui tirent entre guillemets bien, et que là tu en avais un et tu l'as trade pour des pics en 2030. Après c'est sur le long terme qu'on voit le résultat des choix, mais sur le papier là tout de suite, pour les Spurs, je trouve pas que ce soit une bonne idée. Après, côté Wolves, c'est incroyable. Les Wolves, eux, ils se régalent.
Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, c'est vrai que tu as un effectif quand même assez intéressant du côté de Minnesota. Ils ont fait de très belles choses cette année, la saison régulière, les playoffs aussi, où ils ont vraiment marqué le coup, marqué de leur empreinte en tout cas. Et tu arrives, c'est presque improbable d'arriver avec un top 8, un top 10 du coup de la draft, alors que tu n'étais pas du tout dans les ranges pour aller récupérer un joueur. Tu vois. Complètement. Je suis même pas sûr qu'ils avaient un first round. Je pense pas qu'ils avaient un. Je vais vérifier, mais. On va regarder. Ouais. De Si le mémoire, 27, il y a un 27. Ah, mais ils l'ont tradé. Ah, c'est oui, peut-être non, ils l'ont pris. Oui, ok. Ouais, ils avaient mais bon, deux premiers tours. ouais, voilà, Ils avaient un premier tour à la base, ouais. Tu avais un 27 et tu te sors avec un 27 et un 8. C'est quand même assez. Franchement, de leur côté, c'est incroyable, je trouve. Pour rester sur les Spurs, donc le point de vue sur le 8, moi je te rejoins. Bon, à voir sur le long terme, mais c'est assez étonnant. Moi, c'est vrai que quand on a vu la sortie de loterie, on se dit ah bon, bah ok, tiens, San Antonio, pick 4, pick 8, deux picks dans le top 10, tu peux faire des choses, tu peux essayer de réfléchir. Tu sais que tu es dans une période où Victor Wembanyama, l'année qui vient de s'écouler, a vraiment. Il a montré, alors j'allais dire tout son potentiel, non, loin de là, mais il a déjà montré beaucoup de choses et on sait que que en fait le présent et le futur des Spurs c'est lui et c'est maintenant. Toi, il y a des joueurs des fois ils sont numéro 1 de draft, tu te dis bon on va le laisser maturer un petit peu 2-3 ans et après on va essayer d'envisager un titre. Mais on sait qu'avec Victor ça va être tout de suite. Je te dis pas que l'année prochaine ils vont être en finale de conférence, mais tu sais que tu sens que le projet il faut accélérer avec un joueur aussi important et aussi fort que Victor. Et tu te dis, tu avais deux pics dans le top 10, tu pouvais faire des choses, tu pouvais même potentiellement, pourquoi pas, faire un package pour, en allant draguer notre équipe pour aller peut-être même aller récupérer encore au lieu du 8, tu fais un package 4-8 et tu vas récupérer encore un mec encore plus haut, ou tu échanges le 8 contre un joueur. Bon, bref, tu avais beaucoup de possibilités. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'échanger le 8 contre des tours de draft qui ont lieu dans, t'as dit quoi, 2030, 2031, donc ça fait quoi? Ça fait 6 ans. Je trouve que en fait, il y a une. Je vois pas comme ça à l'heure actuelle, je vois pas la logique. Tu as un côté immédiat, il faut construire autour de Victor, mais tu vas aller récupérer des mecs dans 6 ans, tu vois. Donc, on verra qui a tort, qui a raison dans cette histoire-là, mais je pense que San Antonio aurait pu jouer un petit peu plus finement sa partition avec deux hauts choix de draft. Surtout que, on a identifié sur la saison rookie de Wembanyama entre guillemets les soucis de l'équipe, entre guillemets qu'ils aient pas de meneur, entre autres. Et alors je sais bien que Rob Dillingham c'est actuellement pas un meneur comme ils auraient besoin, genre vraiment gestionnaire et tout ce qui s'ensuit, mais en tout cas c'est un meneur qui, je pense à terme peut être le joueur qu'ils ont besoin. Donc après maintenant on verra comment ça se goupille pour lui à Minnesota. Mais je comprends pas. On est au moins deux à avoir être un petit peu circonspect sur ce choix-là. Juste quand même pour rester un petit peu sur quand même le choix 4 qu'ils ont conservé, donc Stephen Castle. Donc c'est quand même un profil, tu me dis si je me trompe, hein, tu connais mieux, mais de ce que j'ai pu lire, ça a l'air d'être un profil défensif assez intéressant sur les lignes extérieures. Oui. Donc ça peut être intéressant. Tu sais que Victor, c'est une vraie dissuasion à l'intérieur, mais on sait qu'une des grosses failles des Spurs l'année qui vient de s'écouler, c'était que bon, défensivement sur la ligne extérieure, c'était pas non plus, c'était pas la joie, tu vois. Donc là, tu sais que tu as un mec qui va quand même aller se concentrer sur le joueur adverse, le joueur extérieur le plus fort. Chez l'adversaire, et on sait qu'en NBA il y en a quand même pléthore, et de ce que j'ai pu voir, entendre, lire, il n'a pas l'air d'être en mode non, par contre donc il sera extérieur, il a un profil défensif, mais il est quand même en adéquation pour pourquoi pas tenir un peu le ballon, pour faire des remontées de balles et après pour distribuer autour de Victor évidemment, mais ça n'a pas l'air d'être juste le gars je pense qu'il a compris qu'il allait devoir aussi quand même tenir le ballon et sans être un meneur pur jus, mais qu'il allait devoir quand même un petit peu s'entacher de ces missions-là. Pour faire rapide, en gros, donc du coup, il était dans une équipe qui est double championne NCAA, ce qui est très rare, quand même souligner. Donc, il était dans un collectif très bien huilé. Avec, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actu des Lakers, Dan Hurley, qui est le coach qui a refusé les Lakers récemment. Donc, du coup, en gros, il était dans un collectif et il jouait pas du tout meneur. Il jouait poste 2-3, entre guillemets, il avait une mission bien précise. Son principal défaut, c'est qu'il n'a pas de shoot extérieur. Ou alors, on le laissait tirer avec son défenseur principal qui était à 3 mètres de lui, premier degré.
Mais par contre, excellent défenseur. Et du coup, en fait, il y a eu des déclarations de ce mec qui a dit moi, je veux porter la balle, je veux être un meneur. Sauf que je suis désolé, mais ça n'en est pas un. Alors après, il peut se développer, je dis pas. Et avoir, comme tu dis, des séquences, mais un pur meneur. Waouh! Ouais, Il y a non, quand oui. même. Il y a une. Ouais, carrément. Tu deviens pas Mike Conley du jour au lendemain ou des mecs comme C'est ça. ça, c'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, après, pour avoir des petites séquences ballon en main, il le faisait déjà du coup Ok. à Connecticut. Mais en tout cas, je pense que c'est surtout son profil défensif qui a plu aux Spurs. Et moi, je suis sûr que ce sera un très bon joueur là-bas. Hein, mais va falloir qu'il. Enfin, je pense que les Spurs, c'est comme l'une des équipes où ils peuvent faire filer droit beaucoup de monde. Ah Donc, oui. je m'en fais pas pour lui. Ouais, ouais. Donc bon, on va observer, mais voilà, c'est vrai que le choix Castle a l'air d'être un choix plutôt cohérent. Ouais. C'est plus ce deuxième choix 8 transféré à Minnesota qui pose question, mais on verra bien. Après, il y a encore, il va y avoir tout l'été avec les transferts, les trades. C'est ça. Ils vont peut-être utiliser ces pics-là pour aller récupérer un autre joueur. Bon, bref, on verra bien. Je pense ils ont un minimum réfléchi. Et comme tu disais, San Antonio, c'est une franchise qui sait faire filer droit à ses joueurs, mais c'est quand même une des franchises où tu sais que le management, c'est pas une franchise qui part à volo. Il y a quand même beaucoup C'est ça, c'est ça. de franchises en NBA où on se pose pas mal de questions sur les managements, les gens dans les bureaux. À San Antonio, je pense qu'on réfléchit un minimum avant d'agir. Mais C'est ça. on C'est verra. ça, c'est ça. Moi, je voulais parler un petit peu d'un joueur, en continuant un petit peu à dérouler. Alors, d'un joueur, mais en particulier d'une équipe. C'est le choix de Détroit, le pick numéro 5 avec Ron Holland. Ouais. J'en avais parlé avec Tom quand on a fait le podcast juste en début de semaine, où on a fait un petit débrief, selon nous, les tops et les flops de la saison qui venait de se dérouler en NBA. Et moi, j'avais fait tout un pavé, tout un segment autour de cette année catastrophique de Détroit. Et on avait, au-delà des résultats, des chiffres, de l'équipe, moi j'avais beaucoup parlé aussi des décisions qui ont été prises ces dernières semaines, avec l'arrivée de Trajan Langdon, là, le nouveau président des opérations basket. Donc il y a eu le general manager qui est parti, donc Troy Weaver, Monty Williams qui était remercié après une saison, on en a suffisamment parlé, avec son salaire mirobolant, en tout cas l'argent qu'il va récupérer de ce contrat-là. Et là, on a vraiment le premier choix en fait de ce nouveau décisionnaire, donc Monsieur London, et il décide, voilà, c'est un vrai choix sur lequel maintenant on va pouvoir commencer à discuter. C'est-à-dire, tu vois, là il est arrivé, il avait une situation catastrophique du côté de Détroit, il a fait des choix forts, tu vires le coach, tu vires le GM, et là ta première décision c'est de prendre ce joueur-là. Est-ce que toi, Axel, c'est un joueur que tu as suivi, tu as peut-être des éléments à apporter un petit peu sur ce mec-là ou... Alors, c'est pas le mec que j'ai le plus regardé. Bon, en tout cas, du coup, il jouait en G-League Ignite, donc cette merveilleuse équipe qui n'existe plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est pas nécessairement le meilleur endroit. Voilà. Après, il y a quand même des joueurs, entre autres Jalen Green, Jonathan Kuminga, Qui sont sortis de là. Scoot Anderson qui sont sortis de là. Ok. Donc voilà, ça ne régit en rien ce qu'ils vont faire après. Et du coup, c'était un peu une équipe, alors j'aime pas le mot, mais un peu cirque. Ouais. Disons que l'idée est cool, ils jouaient contre des joueurs entre guillemets NBA, mais le souci c'est que c'était pas hyper cadré. J'ai vu quelques matchs de Ron Holland. Alors, il est très jeune, donc en soi, tu as pris un potentiel incroyable. Mm-hmm. Par contre, je me dis que Détroit, ils sont encore là à piquer des mecs qui ont 18 ans, qui ont besoin de 3-4 ans de développement. Ça fait combien de temps qu'ils cherchent ce genre de profil? Alors, je sais que c'est compliqué, hein, je dis pas. Hein. Et là, Détroit, genre Cade, il va avoir quel âge quand il aura une équipe à peu près potable? Ouais, Après, on a le temps, bien sûr, il est jeune, hein, on va me dire. Et le problème, c'est que là, ce qu'ils ont besoin, surtout les Pistons, moi j'ai l'impression, c'est de shooters, enfin, pas forcément de shooters purs, mais en tout cas de mecs un peu capables de tirer loin du panier. Mm-hmm. Et ils prennent cette saison, après prendre les pourcentages d'un mec de 18 ans en G-League, c'est peut-être malhonnête, mais il est à 28% à 3 points. Ouais, c'est pas sa qualité première, on va dire. Absolument pas. Après, il a des qualités physiques et enfin, il a un potentiel dingue. Ouais. Pour l'âge qu'il a, très honnêtement, je ne savais même pas qu'il était aussi jeune. Je crois qu'il avait 20 ans, mais il a 18 ans. Ouais, 18, ouais.
Donc il y a un potentiel dingue, mais pour combien de temps? Enfin, je sais Ok, pas. donc bon, un petit peu plus sceptique, toi, sur. Un peu sceptique, ouais, un peu, ouais. Sachant que oui, bah, comme on l'avait dit, hein, Détroit qui avait le pire bilan de la ligue, s'en était encore plutôt mal sorti dans cette loterie en allant récupérer seulement le pic numéro 5. Donc, bon, en tout cas, voilà, moi c'était juste pour souligner ce premier choix là du nouveau président des opérations basket. On va pouvoir commencer à vraiment observer et juger les décisions qu'il prendra dans les semaines et dans les mois à venir. Bah, je te laisse continuer, Axel, si tu veux bien, sur, bah, je sais pas, une autre Ouais. franchise, un autre joueur qui t'a marqué dans ce premier tour-là. Un autre pic, on peut parler du pic des Grizzlies. Ah bah, bah, je l'avais noté parce que je sais que vous en aviez parlé vendredi dernier Ouais, avec Axel ouais. de Zakidi. Donc, il est tombé en neuf avec Memphis. Donc, c'est l'occasion pour toi de pouvoir en parler. Bon, alors, pour revenir très rapidement sur ce qu'on a pu en dire, on va dire que c'est un joueur qui a beaucoup divisé Oui. sur, entre guillemets, le microcosme du scouting. Les mecs qui suivent l'NCA, en gros, c'est un joueur hyper dominant en NCA, mais qui fait 2,25 m. Donc, un joueur qui, en NBA, la viabilité est assez limitée, à mon sens. Moi, je suis plutôt du côté des sceptiques. Ok. Parce qu'il a une mobilité assez compliquée, mais il apporte de la taille, ça c'est sûr et certain. Du coup, Memphis voulait de la taille, et ben ils ont pris le plus grand mec qu'ils ont vu. Moi, mon point de vue, c'est qu'ils vont le regretter. Ok, d'accord. Et c'était assez catégorique dans l'opinion que tu peux en avoir. Bah, le truc, c'est que au mieux, pour moi, au mieux, il va te servir 20 minutes en régulière. Au mieux, hein. Ok. En play-off, je ne vois pas comment ce mec est jouable, mais vraiment. Enfin, comment dire, c'est que il remplit un besoin qu'ils ont, effectivement, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de pivot, ou en tout cas, Jaren Jackson Jr. Il ne compte pas le faire jouer en pivot de façon pérenne. Donc ils prennent un pur pivot, mais c'est que. Enfin, on est en 2024, quoi. Enfin, Bah, les pivots. c'est un pivot, mais c'est surtout, comme tu dis, sa longueur, en fait, sa taille, pardon, où tu vois que, bah, ouais, t'as des joueurs adverses, ils vont se régaler pour le faire bouger. Va y avoir quelques petites danses sur le terrain avec Zakidi, tu vois. Après, il y a des côtés positifs, c'est-à-dire que le mec, quand tu vois son gabarit, tu te dis que, enfin, je sais pas, t'imagines des scénarios où il pose des screens pour Ja Morant, c'est Oui, incroyable, ça je dis pas, il y a des qualités ce bien sûr. garçon. Mais le truc, c'est que c'est un pick neuf. Moi, je suis désolé, un pick neuf, j'en attends quand même beaucoup. Tu l'aurais récupéré si, par exemple, tu vois, t'étais Memphis et tu avais un deuxième choix entre le top 10 et top 20, par exemple. Ouais, moi, Même c'est plus, même pire que ça, même mais le plus. truc, c'est Ah que. ouais, ok, Ah, même c'est plus pour bas. ça que je dis c'est hyper divisé, parce que, bon, pour Oui, faire je dis. schématiser rapidement, aux États-Unis, ils le voient comme il a été pris, entre 1 et aller au premier tour. Ok. Moi, je sais pas, même deuxième tour, je le prends que. Ah Je le oui. prends même. Ah ouais, mais non, c'est plus Ah oui, possible. là, c'est un Les gros cap. gars. Bah, après, tu tentes le truc, ok, Ouais, mais ouais. je sais pas. T'es vraiment pas hypé Je, par je- ce choix-là, en tout cas. je pense en vrai, la seule équipe où j'aurais peut-être tenté, c'est le Thunder parce qu'ils ont plein de pics. Peut-être je me serais dit pick 12, bon, on a besoin de. On a besoin. Bon, ils n'ont pas du tout Mhm. pris de joueurs intérieurs, mais Ah non, là, non. on n'a pas trop de viande à l'intérieur. On tente Zakidi. Pourquoi pas? Ok, Là, donc j'avoue que je suis plus sceptique. ouais, tu t'aurais pas mis ta pièce sur ce choix-là, en tout cas. Pas Donc, trop, bah, non. c'est sûr que ça va être une attraction, non, ce serait méchant, mais en tout cas, ça va être quelque chose à Ah observer. oui, 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 c'est intriguant en tout cas. Même moi, C'est je suis ça. intrigué. J'ai envie de voir ça. Même déjà, là, il y a la Summer League qui va démarrer dans pas très longtemps en général, non? C'est mois de juillet, les premières Summer League en NBA. Donc, Ouais, mi-juillet, ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Donc, on pourra C'est commencer ça. un petit peu à observer ces joueurs-là, même si on sait que la Summer League, c'est quand même plus Oui. pour se montrer individuellement que du vrai travail de fond collectif. Oh non, Mais, c'est clair, c'est clair. mais bon, ça sera à suivre. En tout cas, le pari pris par cette équipe de Memphis pour Zakidi. Alors, on peut continuer un petit peu à dérouler. Tiens, tu parlais du Thunder, le Thunder qui avait deux pics dans ce premier tour. Alors, Comment? il y avait en pic 12 Nikola Topic.
qui a été sélectionné par le Thunder. Et le pick 26 aussi avec Dillon Jones. Donc, le Thunder, encore une fois, on sait que de toute façon, depuis pendant quelques années, le Thunder va piquer tous les ans avec plusieurs picks, avec toute la sacoche de picks qu'a Sam Presti. Qu'est-ce que tu en as un petit peu pensé de ces joueurs-là, sachant que moi, de ce que j'avais lu, alors c'était il y a quelques jours de ça, semaines même, il y avait des incertitudes autour de Topic parce qu'il y avait ce problème de joueurs qui était assez blessé et qui n'avait pas beaucoup joué l'année dernière, si je ne m'abuse. C'est ça, il a eu 2 blessures au cours de la saison, du coup en Serbie. Ouais. Et du coup, alors oui, il y a toujours un potentiel, c'est pas des blessures, comment dire, qui devraient l'handicaper plus que ça. Donc effectivement, c'est que Topic c'est un joueur qui était projeté assez haut il y a quelques mois de ça. Oui. Là, il a glissé un petit peu. Autant le fait de le prendre en 12, je trouve ça super. Enfin, je pense que si tu l'as de dispo, tu le prends. Par contre, au Thunder, je sais pas. Après, ils ont pris, je pense, le parti pris de se dire on prend le meilleur joueur dispo et après on verra. Ok. On verra. De toute façon, je pense qu'en saison 1, on ne verra pas beaucoup. Parce que je vois pas pourquoi une équipe qui joue les premières places, elle ferait jouer un meneur de 19 ans qui vient d'Europe. Oui. C'est vrai que le Thunder est plus en phase de reconstruction là maintenant. C'est ça, donc j'ai du mal à le voir, avoir des minutes en NBA, mais ils ont pris l'un des meilleurs talents disponibles à leur position, donc pas ok, donc ouais, ce sera à observer. Est-ce que toi sur le dernier, un dernier point peut-être sur ce premier tour-là, après on pourra balayer rapidement le deuxième si tu veux bien. Ouais. Si tu as un dernier truc évidemment à dire sur ce premier tour-là. Moi j'aurais bien parlé des Lakers. On y va, on t'écoute, pardon. Parce que donc du coup ils ont sélectionné Dalton Connect, je sais pas comment on dit. Je sais, ouais, c'est vrai que l'orthographe c'est particulier. Donc je crois que ça se dit Connect, c'est quand l'avoir entendu sur les émissions US. Enfin bref. Donc du coup ils ont sélectionné un senior, donc un joueur qui a 23 ans, donc qui est plutôt vieux. Donc un senior qui jouait à Tennessee et qui en gros c'est l'un des meilleurs shooters de cette draft. C'est un mec qui lâchait des 40 points en ICA. Enfin, c'est assez incroyable sa capacité à shooter. C'est assez incroyable que les Lakers aient réussi à le pick, dans le sens où il était quand même attendu un peu plus haut que ça. Il a descendu légèrement. Peut-être que les équipes ont préféré pick au potentiel plutôt qu'au... Enfin, il y a eu relativement peu d'équipes qui ont pris des joueurs au fit et à l'expérience. Donc, tant mieux pour les Lakers. Franchement, ils ont eu un pick. C'est un pick excellent. Après, à voir comment ça s'articule. Mais en tout cas, c'est assez incroyable pour eux. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que on parlait tout à l'heure de joueurs qui ont 18-19 ans. Lui, il en a 23. Donc, il est déjà quand même plus expérimenté et plus avancé déjà dans sa carrière de joueur. Tu vois, parce que, voilà. Ah oui, c'est un joueur prêt, ouais. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une marge de progression moindre que des joueurs qui ont 4-5 ans de moins. Mais en tout cas, comme tu dis, c'est un shooter assez incroyable. Et de toute façon, aux Lakers, cette année, tu auras toujours Anthony Davis, tu auras toujours LeBron James. On parlera du fils un petit peu dans quelques minutes, pourquoi pas, mais ça, c'est plus anecdotique. Et on sait qu'autour, ça va être, on cherche du shooter, tu vois. On cherche des gars qui vont pas demander à avoir tout le temps le ballon avec des missions limitées. Et si tu récupères un joueur comme ça, comme tu dis, qui arrive à planter des séries à 30, 35, 40 points dans des matchs universitaires, t'as déjà un gars avec un... En tout cas, je vais pas te dire qu'il est NBA ready, mais il semble... Tu vas le mettre sur le terrain autour de LeBron et de Anthony Davis, tu sais ce que tu attends de lui, et je pense que lui, il a totalement la capacité de se dire, je vais me mettre dans ce rôle-là, et après, ça rentre pas, c'est l'adresse et c'est le sport. Mais ils ont pas parié sur un jeune gars de 18 ans.
Ouais. Ouais. Et puis surtout, ce qui est. Bon, après, là, je vais pas raconter toute son histoire, mais parce que c'était expliqué par ce que j'ai suivi un peu la draft via Bein Sport, du coup, Mm. qui passe cet événement, qui passait cet événement. Ouais. Et Rémi Réverchon était dans l'université où il était. En gros, ce mec, c'est un mec qui a galéré. Il n'a pas eu un cursus classique, entre guillemets, de joueur de basket. C'est-à-dire qu'il était dans des divisions obscures. Il s'est fait, entre guillemets, découvrir par une université un petit peu supérieure, mais ça restait une université vraiment, entre guillemets, moindre. Et Mhm. il a gravi. Et là, il finit aux Lakers. Enfin, c'est incroyable. Mais C'est un truc de fou. t'as toujours des histoires comme ça où t'as des mecs sortis un peu de nulle part ou qui ont eu des Ah, débuts c'est ça. des débuts de vie de sportifs professionnels un petit peu compliqués à partir à droite à gauche et qui se retrouvent dans des franchises historiques. Et c'est sûr que les Lakers s'en C'est est beau, une c'est beau. parmi. Voilà. Donc en tout cas voilà, c'était le petit point sur les Lakers autour de ce pic là pour ce premier tour. On peut un petit peu aller sur le deuxième tour Yes. si tu veux Axel. Alors déjà, on a un Français, on en a parlé en tout début de podcast, hein, notre cinquième Français du coup, Ouais. Melvin Aginsa, qui a été drafté 51e et qui va du côté de Dallas, donc le finaliste en titre. C'est pas rien quand même d'arriver à Dallas. Hum, Euh, hum, hum. on verra bien quelle sera la suite pour lui et même pour les autres. On sait que en général, les pics de deuxième tour, je sais pas, tu connais un petit peu mieux que ça que moi, mais Ouais, voilà, il joue pas forcément. voilà, ils jouent pas forcément. On sait également qu'ils n'ont pas des contrats garantis, Hum. donc va falloir voir. Mais voilà, c'était juste le petit clin d'œil pour notre Français pour Dallas. On peut peut-être parler un petit peu. Bah, tu parlais des Lakers, on peut rapidement parler un petit peu de l'arrivée de Bronny James quand même. C'est l'événement Ouais. de ce second tour et même un des événements de cette draft. C'est oui, bah, c'est assez historique. Enfin, Mm. disons que dans le basket, c'est jamais arrivé. Que dans le sport, c'est déjà arrivé, mais dans le Oui. basket, il me semble pas. Donc ouais, c'est historique. Hein. La Drafté, longévité de LeBron. bah, c'est ça, donc drafté en 55e par les Lakers. Donc on rappelle que du coup, voilà, il a ce contrat qui est non garanti hein, pour un joueur de second tour. Donc il va quand même devoir aussi montrer sa capacité, son talent. C'est pas juste parce qu'il a le nom de James à la fin qu'il va avoir nécessairement. Si, si, quand même. Hein. Ouais. Je suis pas Non, bah alors Ah, attends. Oui, oui, mais attends, j'allais y venir, j'allais y venir. Il va quand même devoir montrer certaines choses. Il va quand même devoir montrer des aptitudes sportives, physiques, athlétiques, de points, de bon bref, comme un joueur, tu vois. Mais c'est vrai, et c'est là un peu moi sur quoi je voulais aller, c'est que c'est vrai que au-delà des incertitudes qu'on a, peut-être sur son niveau de jeu, sur son état de santé, on sait qu'il a eu des problèmes de santé également, Bronny James. Euh, il y a vraiment, alors après, c'est les Lakers, c'est les étoiles, c'est les paillettes, c'est tout ce que vous voulez. Moi, j'apprécie les Lakers, donc voilà, mais je trouve quand même qu'il y a une décision vraiment presque qui est davantage politique, tu vois, que sportive. Alors après, vous me ouais, direz, bien bah sûr. oui, mais en même temps, c'est un pic 55 de deuxième tour, donc l'intérêt sportif est davantage limité. C'est sûr qu'il n'a pas été piqué au premier tour ou à la place numéro 4, je suis d'accord. Mais quand on entend ce qui ressort un petit peu, je sais pas si tu as suivi Rich Paul, là, qui est l'agent de Oui, bien LeBron, sûr. de Clutchport et tout, qui aurait, on va mettre des guillemets, menacé les autres franchises qui draftaient avant les Lakers, donc les pics 48, 49, 50, etc., en disant si vous draftez Bronny James, vous le verrez pas et il ira jouer en Australie. Bon, vous allez peut-être me prendre pour un petit J'adore. vous allez peut-être me prendre pour un petit mouton ou une petite brebis, voilà, très naïve. Mais moi, ça m'énerve en fait. On est plus sur de la politique que sur vraiment de l'aspect sportif. Donc, je trouve ça dommage, même si on est aux Lakers, même si c'est la famille James, je trouve ça quand même assez dommage dans l'ensemble, dans l'image, et même pour lui, parce qu'il va avoir une pression médiatique mais, qu'il a déjà eu, mais là, qu'il va avoir encore plus d'un quand on voit tous les trucs qui sont sortis, là, les montages où on le voit avec son père, avec les deux maillots des Lakers, Ah oui, bien etc. sûr. Je ne sais pas ce que Complètement. tu en penses, toi, dans la globalité. Moi, je trouve que, bon, on savait que ça allait arriver, de toute façon, Oui. mais voilà, bon, les coulisses autour de Rich Paul, ouais, c'est la partie de la NBA que je n'aime pas. Voilà. Bah, moi, enfin, disons que moi, j'aime bien dans le sens où on sait que les États-Unis, c'est un peu, ils aiment le divertissement. Juste Oui, là, en fait, j'ai pas le terme. Le seul qui empathie, c'est lui, en fait. bien sûr. C'est lui.
C'est un jeune mec qui a une pression de dingue, alors que tu lui donnes n'importe quel nom, le mec est pas drafté. Au pire, il est peut-être dans un trouvé contract, peut-être, allez, admettons, mais déjà quand en NCAA, il était dans un contexte pas facile. Au-delà de son nom et tout ça, juste le contexte dans lequel il était, l'université, c'était vraiment pas forcément ça. Et en plus de ça, il se doit se taper. Non, mais quel lourd. Enfin, encore une fois, genre, j'aime le divertissement parce qu'on sait comment ça se passe. Les États-Unis, ils sont dans un truc très, voilà, romantisé, tout ce que tu veux. Mais là, en fait, il en pâtit, en fait. Enfin, je veux dire, là, les Lakers, c'est l'une des franchises. Dites-moi un joueur des Lakers qui a été développé par les Lakers. Dites-moi. Il y en a pas. Il y en a peut-être même pas. Attendez, je réfléchis. Tous les joueurs qui sont dans cette équipe, c'est des joueurs qui ont été tradés. On est d'accord. Ah, dans l'histoire récente, oui. Après, peut-être. Voilà, oui, récente, bien sûr, oui. Je parle de l'histoire récente. Brandon Ingram, Caruso, voilà, tous ces noms-là, ces joueurs, ils n'ont pas performé là-bas. Et donc, on va m'expliquer que le fils d'un des meilleurs joueurs de l'histoire, ils vont le développer. Eh, vas-y. Non, après, moi, tout ce que j'espère, c'est que, allez, bon, il y a le temps où son père va être encore là. Je ne sais pas combien de temps il va être là, 1, 2 ans. Bon, quand son père sera plus là, on pourra voir ce qui va se passer. Et force à lui, j'espère qu'il va avoir une belle carrière quand même, qu'il va réussir à apporter dans une équipe. Et voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ouais, voilà, que ce soit aux Lakers ou ailleurs, mais c'est vrai que bon, voilà, on sait qu'une des attractions de la saison qui n'a même pas encore démarré et qui va démarrer que dans 3 mois. J'ai déjà la flemme. Je sais déjà ce qui va se passer. Bah ouais, ça va être allez, premier match à la crypto.com Arena, pardon. Est-ce que Bronny sera. Voilà, et ça va être comme ça. Bah, la NBA, ça, elle sait vendre, hein, de toute façon, ce genre de truc-là, mais on a le droit de trouver ça un petit peu. Bah, c'est des problèmes culturels, hein. Je pense qu'aux États-Unis, oui, pour eux, c'est normal. Hein. Pour eux, ça les dérange moins. Mais bon, bref, voilà. C'est le petit point sur Bronny. Il fallait quand même en parler, évidemment. Ça reste un fait historique dans l'histoire du sport en général et du basket en particulier. C'est ça. Toi, Axel, est-ce que tu avais un dernier point évoqué sur le deuxième tour ou sur la draft en général? Ce que tu en as pensé? Bon, après, le deuxième tour, c'est vrai que ça a été beaucoup de. Bon, déjà, le fait que ce soit en 2 jours, je pense que, étant donné que c'était une première, je pense vraiment que c'était une bonne chose. Ok. Alors, autant c'est assez lisible dans le sens où il y a eu beaucoup de trades de pics. Ouais. Genre, une équipe, le pic en 45 et le pic en 46, machin, truc. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, mais je trouve que ça laisse plus de temps aux franchises. Et moi, personnellement, c'est une réussite. En plus, c'était à heure française. Bon, 22h, mais bon, c'était pas 3h du matin, je veux dire. Donc, déjà, pour ça, c'était, je trouve, assez réussi comme concept. Après, pour en revenir aux joueurs, peut-être parler de la draft des Knicks. Allez, si parce tu veux. que, alors du coup, bon, parce que pour moi, le principal des joueurs sont au second tour, parce que bon, au premier tour, alors ils ont piqué un Français, certes, c'est vrai. pour la personne de Pacom Dadier, mais il est très jeune et je pense que Tom Thibodeau, il n'en voudra pas. Ouais, voilà, c'était ce que j'allais te dire. Tom Thibodeau, là, ça risque de coincer. Après, on verra bien. Donc c'est vrai que quand il n'y a eu que ce pic de fait pour les Knicks avant le second tour, j'étais assez sceptique parce qu'en plus, je sais pas, je le voyais dans une franchise qui lui laisserait le temps, quoi. Là, ils vont lui laisser le temps, mais il y a un monde où ils vont le gâcher, quoi. Voilà. Et au second tour, du coup, ils ont sélectionné Tyler Kolek et Kevin McCullar. Et grosso modo, alors Kevin McCullar, c'est un peu le même profil de Connect en termes en termes d'âge. Donc c'est un joueur qui est senior, qui a 23 ans passés. Donc qui va pouvoir être utilisable, je pense, très très vite. Et Tyler Kolek, c'est un peu pareil. Alors il est un peu plus jeune, mais par contre, je pense qu'en seconde unit, c'est un meneur gestionnaire. C'est le meilleur passeur de NCAA. Alors en termes statistiques de mémoire, c'est celui qui a le plus de passes décisives de toute l'NCAA. Donc c'est un profil, je pense, qui va faire beaucoup de bien à l'équipe. Et moi, j'adore ces deux choix. Il y a un troisième choix en 58, mais qui est un peu plus anecdotique. Ils ont pris un pivot qui joue en Australie. Un pivot allemand qui joue en Australie, mais en tout cas, ces deux choix, je trouve que je pense qu'on va les voir cette saison. Au moins Kevin McCullar, après Tyler Kolek, je sais un peu moins, mais puis on sait jamais que Thibodeau, ses rotations à 48 minutes. Dans un monde normal, il devrait avoir quelques minutes, mais voilà, moi, j'adore ces choix pour eux en tout cas. Bon, ok, donc on observera, mais c'est vrai qu'on sait qu'à New York, c'est peut-être pas la franchise où tu as le plus de possibilités de développer dans un calme, dans un cadre serein. Et en plus, c'est vrai qu'avec Tom Thibodeau qui
qui resserre. Alors, il va peut-être pas la resserrer de façon aussi caricaturale qu'il a pu le faire en playoff cette année. Oui, c'est sûr que c'est bien pas sûr. le coach qui ouvre le plus son banc de la ligue. Donc, C'est ça. Donc on verra et on souhaite aussi plein de bonnes choses évidemment pour Tidjane Salin. Du côté de l'aventure new-yorkaise, ça reste quand même un beau maillot, une belle franchise et il va démarrer sa vie NBA au Knicks, tu vois. Donc c'est quand même à souligner. Ça doit être une fierté pour lui de pouvoir porter, on espère, très rapidement ce beau maillot qui est celui de New York. Je pense qu'on a été, on a fait un petit tour. Après, on aurait pu aborder tellement d'autres équipes, plein d'autres joueurs évidemment, mais ce qui fait aussi toute la magie de cet événement-là, c'est de faire des petites réactions à chaud comme on a pu avoir tous les deux là pendant ce podcast, et après de revenir d'ici quelques mois, quelques années, si on est encore là, en disant tiens, rappelle-toi quand Miami a drafté ce mec-là, ou quand Washington qui avait drafté, regarde-moi ce bust absolu, ou tu vois. Donc on aura le temps d'observer tout ça, mais voilà, c'était un premier point qu'on voulait faire pour ce retour de draft avec évidemment toujours un cocorico pour nos Français là qui ont excellé en tout cas à la draft, et maintenant ils n'ont plus qu'à nous montrer tout ça sur les parquets NBA, et ça montre aussi un bel avenir pour l'équipe de France quand même. Ah oui, aussi, c'est clair. Là, l'avenir est radieux, comme dirait l'autre. On espère en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis évidemment. Merci à toi Axel de t'être rendu dispo pour faire ce petit débrief avec moi. Avec plaisir. Bon, à plaisir partagé. On va se retrouver très rapidement. Donc dès lundi, vous aurez un podcast. On va attaquer l'été des podcasts avec The Free Agent. On va vous proposer du contenu un petit peu différent de ce qui a pu être fait dans cette année, entre les podcasts que vous pouviez écouter avec Axel et avec Yannick le vendredi, ou ce que j'ai pu faire avec Cédric, ou un peu plus tard dans la saison Tom en début de semaine. Il y aura toujours du contenu. Ce sera dès lundi, avec un contenu inédit. Donc, restez branchés, vous pourrez suivre tout ça et on espère que vous prendrez plaisir à nous écouter. En tout cas, très bon week-end en attendant, et plein de bonnes choses, profitez, et on se retrouve lundi. Allez, ciao!